À tous, je me présente rapidement, Yann Mavis, Business et Décision. Donc on est aujourd'hui à l'épisode numéro 8 des mercredis de la data science sur le terme de la data science pour le risk-based pricing. Il y a encore des gens qui rentrent. Donc si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à me contacter. Donc vous avez le plus simple pour contacter, c'est via LinkedIn. Data Science Geneva, où vous avez mon numéro de téléphone que vous pourrez retrouver au travers de l'enregistrement lorsqu'il sera à disposition sur le blog BD. Petite introduction rapide, comme d'habitude, lors des mercredis de la data science, BD, qui on est. Donc on est sur le marché depuis 1992. On a à peu près 2400 personnes dans l'entreprise. On a rejoint le groupe Orange il y a de cela bientôt 1 an, donc ce qui nous apporte aussi une grande complémentarité sur les dossiers qu'on traite. On gère à peu près 600 projets par an dans le groupe. On est présent dans 11 pays et le revenu 2018, c'était 218 millions d'euros. Donc avec un chiffre qui est en constante croissance depuis le lancement de BD sur le marché français initialement et international par la suite. Si je fais un focus majeur sur les quelques Customer Success Stories qu'on a au sein du groupe BD au niveau de la Data Science, vous pouvez voir un certain nombre de logos qui vous sont plus ou moins familiers selon les pays où vous vous trouvez, mais on a quelques belles références sur lesquelles on a pu appliquer notre savoir-faire Data Science, qui est assez large, en partant de choses assez basiques jusqu'à des choses très avancées, comme le traitement d'images, comme des chatbots pour l'automatisation et parler un petit peu d'intelligence artificielle. Donc voilà, on a quelques belles références et c'est quelque chose qui est en constante croissance aussi, puisque le data science, c'est un sujet qui est très en vogue, mais qui s'applique dans beaucoup de secteurs d'activité et sur des cas divers et variés. Petit focus aussi pour ceux qui sont connectés. Si vous voulez avoir accès à nos précédentes sessions, on a traité sur le premier épisode, petite introduction à la data science. Le deuxième épisode traitait de la data science dans le secteur bancaire, mais au sens très généraliste. Ensuite, on a parlé des nouveaux algorithmes qu'on pouvait rencontrer aujourd'hui, ceux qui font un peu le buzz, et puis leur domaine d'application. On a eu un focus sur l'image recognition au travers d'une intervention d'un de nos clients. On a parlé de text mining et natural language processing. On a parlé de la data science dans la supply chain. Le mois dernier, Benjamin Proté, qui est mon collègue directeur conseil ici à Genève, a parlé de la BI à la data science. Et aujourd'hui, on va parler du risk-based pricing. Et c'est Anas, qui est expert data scientist, engineer data scientist au sein du groupe Crédit Agricole, qui va se présenter rapidement et qui va vous parler de ce sujet-là. Je vais donner la main à Anas. Alors, bonjour à tous. Donc, je vais me présenter rapidement. Anas El Kaloui. Je travaille actuellement dans une filiale du groupe Crédit Agricole qui s'appelle Craft, qui s'occupe exclusivement de data science, donc avec une approche plutôt R&D, mais qui fait aussi du développement et qui va jusqu'au déploiement de produits et d'algorithmes dans le domaine de la data science. Avant ça, j'ai travaillé sur du risque de crédit. Donc pour les caisses régionales du Crédit Agricole, donc ce sont les banques du groupe Crédit Agricole en France, avec un point de vue très quantitatif. Donc j'ai géré le risque, les scores, les règles, etc. sur les 36 banques du groupe en France. Et à côté de ça, j'ai fait un certain nombre de projets axés sur l'expérimentation en termes de risque scoring, quoi. Voilà. Donc, ce que je vais vous présenter va être assez orienté, autant que possible, en tout cas, métier et usage, avec quand même toutefois un peu de technique parce que c'est important. Alors, je n'étant pas banquier, j'ai plutôt une formation d'ingénieur. Je ne suis pas un grand expert des aspects bancaires des choses. Voilà. Donc, si on démarre sur
les définitions. Super. Alors, donc pour commencer par un petit rappel, quelques définitions rapides. Alors tout d'abord, le risk-based pricing, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est au-delà du scoring de risque de crédit classique, donc, qui est obligatoire et qui est réglementaire. Ça consiste à adapter son prix de vente au profil de risque de chaque client. Nous, ce qui va nous intéresser, ça n'est pas cette adaptation de prix qui se fait traditionnellement dans la banque assurance sur la base du risque de scoring, mais plutôt quelque chose de beaucoup plus personnalisé et beaucoup plus dans le détail. Donc ça se fait grâce aux dispositifs qui permettent de récolter de la donnée en masse, et puis surtout à tout ce qui est data science, modélisation du risque, qu'on peut aujourd'hui faire de manière très rapide et quasi en temps réel. Le but, c'est d'avoir un risque mieux géré tout d'abord, et puis des prix qui s'adaptent et qui collent bien au marché. Quelques acteurs qui font très bien ça, alors c'est plutôt dans le monde du tourisme, hein. Ça va être Booking, Air France ou Accor, le groupe Accor, donc hôtellerie, où on a cette approche yield management qui consiste à optimiser en fait les taux d'occupation, les recettes, etc. Donc en contexte concurrentiel, les enjeux sont assez forts, surtout sur le crédit. On va pas mal parler de crédit parce que c'est un sujet que je connais bien. Alors, si on passe à la slide suivante. Alors tout d'abord, à quoi ça sert? Alors le risk-based pricing, quand il est bien fait et assez avancé, ça sert d'abord à être efficace sur les canaux digitaux. Donc c'est tout ce qu'aujourd'hui les banques, il n'y a plus trop le choix, il faut aller sur les canaux digitaux, hein. Ça sert à accaparer les meilleurs clients avant ses concurrents, sachant que on a beaucoup d'usages de comparateurs aujourd'hui. Donc la concurrence elle est très directe et très concrète, hein. Et puis surtout utiliser des données non déclaratives. Donc il faut savoir que quand on fait un prêt, quand on a une demande de prêt sur Internet, la personne derrière l'ordinateur, elle va renseigner un certain nombre de choses. Donc ça reste très déclaratif. Le risk-based pricing, quand on arrive à récolter des données autres, eh bien il prend quand même un certain intérêt. Alors ça permet aussi d'optimiser sa marge. Ça c'est une conséquence directe du dernier point. Pour comment en attirant un flux de crédit plutôt qualitatif. Et là, donc, on a un complément du scoring de crédit risque. Et puis aussi, il faut dire qu'en banque, on a quand même un certain nombre de contraintes réglementaires qui font que le machine learning est très peu, voire quasi pas utilisé en production, en contact client, parce que on a toutes ces obligations, en tout cas en France, hein, je ne sais pas comment c'est dans les autres pays voisins. On a cette obligation d'avoir des choses qui soient interprétables et auditables dans le cas où un client nous dit écoutez, j'ai été refusé, je ne comprends pas pourquoi, etc. Il faut pouvoir remonter la chaîne et comprendre pourquoi il a été refusé pour un crédit, et donc d'avoir des scorecards avec des systèmes de nombre de points, etc. Donc des choses plutôt simples qu'on peut facilement comprendre. Alors voilà. Le risk-based pricing permet plutôt de passer à des modèles plus complexes, pas forcément interprétables, mais qui pour le coup apportent de vrais gains de performance en termes d'estimation du risque. Alors, prochaine slide. Pourquoi c'est véritablement important, surtout en ce moment, c'est que nos clients ils deviennent purement digitaux, c'est-à-dire que en tout cas ce que j'observe dans le groupe Crédit Agricole et dans les autres banques françaises, c'est qu'on a une baisse de fréquentation des agences bancaires, hein, ça c'est une réalité. Les applications et sites web de banque deviennent alors, il y a un petit peu de bruit. Je pense qu'il y a un micro qui n'est pas en mute. Est-ce que c'est possible de muter, s'il vous plaît? Merci.
Alors, je vais continuer, hein. C'est que aujourd'hui, quand on demande aux gens pourquoi vous avez choisi telle ou telle banque, eh bien, on va avoir pas mal de personnes, surtout chez les tranches assez jeunes, qui vont dire, bah, j'ai choisi cette banque-là parce qu'ils ont des bonnes applis et des bons sites web. Voilà, ça devient, le client est véritablement digital, la banque est digitale. Et puis, les produits complexes du type crédit conso, crédit à la consommation, assurance, et on a même des parcours sur du crédit immobilier, donc sur de très grosses sommes qui se font en ligne. Et ça, eh bien, c'est rendu possible par des briques techniques qui sont, par exemple, la signature électronique, l'authentification en double facteur, etc. Donc, on commence à avoir des niveaux de sécurité assez élevés qui permettent de faire des choses contractuelles solides en ligne. Deuxième point, c'est que l'environnement est assez incertain, donc la gestion du risque a plus que jamais une grande importance. Et en ce moment, comme vous le savez, les taux sont très bas, avec un retour à la hausse qui peut arriver ou qui ne peut pas arriver dans les années qui viennent. En fait, on n'en sait rien. Donc, on a quand même une certaine sur les marges. Et puis, il y a aussi le phénomène des banques en ligne, des fintech et assurtech, donc qui sont des entreprises technologiques spécialisées dans la finance ou l'assurance, et les autres néobanques dont vous entendez très souvent parler, qui grignotent les parts de marché des banques classiques. Donc, il y a quand même un bon côté, c'est qu'avec cette concurrence, tout le monde est tiré vers le haut en termes d'exigences technologiques, mais ces banques-là, donc qui partent sur des systèmes d'information construits from scratch sur des nouvelles technologies, sur des nouvelles manières de faire, bien marchent très très bien et arrivent à prendre pas mal de clients quand même aux banques classiques. Qui sont plutôt sur du legacy, donc plutôt de l'héritage des anciens systèmes basés sur les mainframes, enfin, que vous connaissez, enfin, les écrans noirs qu'on voit encore dans certaines banques. Voilà. Alors si on passe à la partie méthode et mise en œuvre, alors pour avoir un risk-based pricing qui fonctionne, eh bien il y a quelques prérequis. Alors deux principaux quand même. C'est tout d'abord la donnée. Il faut savoir que tout modèle, toute démarche de data science remonte à un point très très important, c'est celui de la donnée. En fait, tout est dans la donnée. Finalement, entraîner des modèles, ça n'a rien de vraiment compliqué. Par contre, avoir une donnée propre et fiable, ça c'est quelque chose d'assez complexe. Donc là, on parle plus de BI et de structuration de SI. Hein. C'est extrêmement important. Donc sur la donnée, il faut avoir de la donnée déjà qui soit récoltée à une fréquence suffisamment élevée, donc en temps réel si possible, avec des sites web bien tagués, extrêmement important, sites web et applications mobiles, etc. Avoir en général des applications bien taguées pour pouvoir récolter de l'information fraîche très souvent. Il faut aussi que l'information soit unifiée et accessible rapidement. Unifiée parce que dans beaucoup de banques, on va avoir plein d'applicatifs différents. Banque ou assurance, hein, plein d'applications différentes. On va avoir une application pour le crédit, une seconde pour l'assurance, une autre encore pour l'assurance vie, etc. Chacune avec une base de données à elle. Et puis ce qui fait qu'on a quelque chose de très éclaté et qui devient donc très difficile à utiliser. Chaque base de données va être accessible de manière différente. Donc tout mettre au même endroit est complexe. Et puis accessible rapidement, c'est pas forcément le cas. Quand on a des choses très silotées, très séparées les unes des autres, eh bien ça devient difficile de relier des données de sources différentes pour avoir une vision, on va dire 360 d'un client. Et puis il faut avoir de la qualité de données, très important. Il faut simplement vérifier, avoir de la recette. Ce qu'on appelle la recette, c'est le fait de vérifier que tout va bien, que toutes les données sont bien alimentées, qu'il n'y a pas d'erreur dans les calculs, etc. Donc ça, c'est vraiment la pierre angulaire de tout projet de data science, c'est d'avoir une donnée en laquelle on peut avoir confiance. Second point important, c'est d'avoir une bonne infrastructure de traitement. Suffisamment puissante et surtout robuste. Hein. Donc aujourd'hui, la tendance elle est à s'orienter vers les clusters, donc plusieurs machines
assez classiques, hein, plusieurs serveurs assez classiques, mais reliés entre eux dans un mode de fonctionnement l'union fait la force. Donc plusieurs machines assez normales, pas très chères, mais qui réunies travaillent comme une équipe hein, pour avoir une capacité de calcul très élevée et avoir une certaine résilience. Pardon. Il faut ensuite que cette infrastructure soit intégrée dans le SI bancaire, donc qu'elle puisse communiquer avec le reste des applications et donc avec le système d'information bancaire, donc récupérer des données et puis faire remonter des données dans l'autre sens. Et puis dernier point, eh bien des métiers sensibilisés à la technologie et aux enjeux en fait de la data science. Donc là, c'est plus lié à de la conduite du changement. Voilà, c'est encore un autre sujet. Concernant les contraintes non techniques, eh bien, on a tout d'abord, et ça c'est un grand sujet, une bonne partie du travail, hein, les contraintes légales, la conformité au RGPD. Donc il y a un règlement européen sur les données sensibles et sur les données clients, qui est en fait, alors la conformité à 100% à ce règlement est assez compliquée, voire impossible. Mais en tout cas, il y a quand même beaucoup de travail et beaucoup d'efforts à faire pour être parfaitement conforme. Hein. Ça va de l'information du client jusqu'à la possibilité d'avoir un droit à l'oubli. Un client doit pouvoir demander à ce qu'on supprime toutes ces données à un moment. Et donc ça implique d'avoir des routines programmées, des programmes qui permettent de faire ça quoi, de manière facile et rapide. Et puis il y a des contraintes aussi éthiques à respecter. Trouver une politique de pricing différenciée ou donc de risk-based pricing qui est bien est assez difficile finalement. Donc il faut tester, il faut avoir une démarche de test and learn et tester sur des petits échantillons jusqu'à trouver l'optimum. Donc ça c'est du travail aussi. Si on passe à la data science, à l'apport de la data science là-dedans, eh bien, il y a deux niveaux. Tout d'abord, il faut pouvoir gérer la donnée, hein, ou les données plutôt. On va être souvent sur des données non structurées et complexes, donc surtout si l'on est sur la donnée de navigation web. On verra plus tard pourquoi je parle de navigation web. Donc la donnée web est très complexe à traiter. C'est de la donnée brute, hein, c'est presque de la log technique à la base. Et donc il faut arriver à quelque chose qui a du sens. Il faut pouvoir reconstituer la notion de session de navigation client. Voilà. Ensuite, il faut pouvoir compiler différentes sources en une, ce qui n'est pas forcément simple quand on a, comme je le disais, plusieurs applications différentes avec potentiellement des identifiants clients différents dans chaque. Voilà. Et puis il y a la seconde partie qui est le fait de pouvoir modéliser le risque et mettre le résultat à disposition. Donc ça c'est la véritable démarche de risk-based pricing. En fait finalement c'est une démarche de modélisation et de modélisation du risque. Il faut donc pouvoir choisir et régler le bon modèle. Un bon modèle, c'est quelque chose qui soit aussi simple que possible, hein, de manière à pouvoir avoir un entraînement rapide et autant que possible pouvoir le comprendre quelque part si on le veut, mais il doit aussi être performant. C'est un trade-off à faire. Le choix n'est pas forcément très simple. Il faut pouvoir ensuite ordonnancer les traitements, donc l'entraînement des modèles et puis la mise à jour des modèles, en suivre la performance et assurer la maintenance. Suivre la performance, voir si est-ce que notre modèle est trop restrictif et nous fait perdre trop de clients. Eh bien, il faut faire une action, il faut faire quelque chose et réagir rapidement pour le réajuster. Et puis, il faut pouvoir aussi ensuite mettre le résultat des traitements, donc de ce pricing, à disposition des applications. Imaginons que l'on veuille le mettre en place sur un site web, eh bien, il faut pouvoir avoir une communication entre l'infrastructure de traitement, qui fait tourner le modèle, et le site web. Alors, pour avoir quelque chose d'un peu plus clair, on va passer sur un exemple pratique sur lequel j'ai pu travailler dans le passé. Alors, cet exemple pratique, en fait, il consistait c'était dans le cadre d'une expérimentation, encore une fois, sur du risque de crédit, plutôt crédit à la consommation. Ça consistait en fait à faire un pré-scoring risque des clients à partir du comportement web.
Et à partir de ce pré-scoring risque, faire un pricing différencié, en fait, très légèrement différencié. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est? Ça consiste à récupérer l'historique de données de navigation mobile et desktop des clients. Desktop, c'est ordinateur, en fait, c'est tout ce qui est banque en ligne. Récupérer ces historiques-là, et puis estimer un risque client à partir de ces historiques. Donc, risque, ça va être une variable binaire à la réponse du modèle, un risque oui/non, tout simplement. Et puis ensuite, en test, pratiquer un prix très légèrement différent du taux de référence selon le profil de risque du client. Donc, si on a un client qui est risqué, oui, disons que le taux est à 1%, on va proposer plutôt un taux à 1,1 et puis dans l'autre sens, si le risque est non, plutôt 0,9 et voir ce que ça fait en fait. Et donc, ce type de modèle performe relativement bien en métrique statistique. Côté technique, comment ça se passe? Eh bien, tout d'abord, il y a du stockage parce que la log de navigation web, c'est quelque chose de très lourd. Donc, il faut du stockage distribué, hein, bien sûr, et non pas des bases de données SQL classiques. Il faut avoir quelque chose de souple et de scalable à bas coût. Quand je dis scalable, c'est la possibilité de pouvoir, si jamais on a besoin de traiter plus d'informations ou de stocker plus d'informations, et ben pouvoir simplement acheter une nouvelle machine ou un nouveau disque dur ou de la mémoire vive et la rajouter pour grossir la taille de sa puissance de traitement et de stockage. Puis quelque chose aussi de rapide et de résilient. Résilient dans le sens où le stockage distribué est fait de manière à ce que quand on a une machine qui tombe, qui est en panne parmi toutes les machines du cluster, eh bien, ça n'est pas très grave en fait. Donc, tout continue à fonctionner. Donc ça, c'était pour le stockage. Donc après le stockage, il y a le traitement, donc qui consiste à faire de la modélisation. Le traitement doit se faire en mémoire vive, donc plutôt avec des frameworks de type Spark, qui permettent en fait d'avoir une bonne vitesse d'exécution par rapport à tout ce qui est Hadoop, donc qui n'est plus trop utilisé, hein, mais qui est encore observé dans certaines structures, qui pour le coup travaillent sur du disque. Et il faut savoir que tout ce qui se fait sur disque est quand même plus lent, tout simplement du fait que dans des disques durs, on a des têtes de lecture qui bougent, donc on a de la mécanique et du coup c'est lent. Voilà. Au-delà de la vitesse d'exécution, il y a aussi le fait que Spark a une grande communauté très très active de développeurs, ce qui fait qu'il donne accès à une large palette d'algorithmes déjà implémentés et éprouvés, hein, qui marchent très très bien, qui sont plutôt fiables. Donc c'est vraiment le meilleur choix possible, quoi. Puis ensuite, eh bien, il faut mettre à disposition le résultat de sa modélisation, donc la mettre à disposition d'applications. Et là, eh bien, il faut le mieux étant de passer par une API plutôt que de coder des choses en dur. Alors une API, qu'est-ce que c'est? C'est simplement une manière très standard de mettre à disposition, enfin de faire discuter deux applications, tout simplement. Alors, il faut savoir qu'une API, une application qui expose une API peut parler avec n'importe quelle autre application. Donc c'est quelque chose il y a simplement un contrat d'interface, on va dire, donc une manière de parler et avec des codes assez simples et on peut parler avec un site web, une application mobile, une application métier qui fait du crédit, enfin peu importe en fait. Voilà. Alors Yann, je ne sais pas si si j'ai pas été trop long, mais Non, on est quasiment à quelques secondes près, pile poil à l'heure de la fin. Merci Anas pour cette présentation. Je vais laisser la parole aux personnes qui participent à ce webinaire pour savoir si elles ont des questions à te poser. La parole est à vous. Normalement, vous n'êtes pas en mute, soit si vous l'avez fait individuellement. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole et à poser toutes vos questions à Anas. Il n'y a pas de volontaire?
Je vérifie quand même que les personnes aient bien la possibilité de s'exprimer. Toc, pardon. Hop. Ici, j'ai quelqu'un qui... alors moi, je vais peut-être te poser une question, Anas. Dans ta présentation, tu as parlé de Spark et tu as parlé justement de cette palette d'algorithmes assez riche. Dans cet exemple typique, est-ce que tu peux me dire quels sont les algorithmes que vous avez utilisés dans ce projet et quel est celui qui a été retenu au final? Ouais, alors pour ce projet-là, donc qui était quand même un projet assez gros, hein, avec une bonne partie qui consistait simplement à traiter la log de navigation pour la transformer en quelque chose d'utilisable. Les algorithmes qu'on a utilisés, en fait, l'approche c'était de commencer par le plus simple possible, donc d'avoir quelque chose un modèle linéaire, voilà, simple, et puis de voir la performance comment elle est, et puis ensuite de monter progressivement en complexité. Le but étant d'avoir l'algo le plus simple pour la performance la plus élevée. Voilà. Finalement, le choix s'est porté sur un algorithme à base d'arbres de décision, donc du type Random Forest, si mes souvenirs sont bons. Simplement pour des raisons de performance. Et en plus, ce genre d'algorithme reste assez bien compréhensible dans le sens où c'est des arbres de décision, beaucoup d'arbres, mais on arrive à savoir quelles variables sont les plus importantes pour un algorithme donné. D'accord, donc c'est un bon mix entre la vitesse de calcul, l'efficacité du modèle et le côté compréhension Exactement. du modèle. Okay. Exactement. D'autant plus que l'entraînement de ce genre de modèle se fait de manière distribuée, vu que ce sont Random Forest ou les forêts aléatoires, c'est vraiment beaucoup d'arbres de décision qui sont entraînés sur des sous-ensembles de données. Donc, eh bien, en fait, c'est un algorithme qui est très facilement parallélisable, c'est-à-dire on peut l'entraîner sur plusieurs machines en même temps. En fait, ça permet d'avoir un certain gain en performance qui est assez impressionnant, vu qu'en fait chaque arbre peut être entraîné indépendamment sur une machine différente. Donc c'est vraiment parfait comme fonctionnement pour le genre d'infrastructure qu'on utilise. Ok. Est-ce que quelqu'un a une question à poser à Anas? J'entends un petit bruit derrière, mais... Non, a priori, pas de questions. Du coup, on va peut-être s'arrêter là. Donc encore merci à toi, Anas, pour cette présentation. Oui. Quelqu'un qui veut prendre la parole? Oui. Alors, merci pour cette présentation. Avec plaisir. Alors, voilà, désolé, je suis arrivé un peu tard. Enfin, bon, j'étais là à l'heure en fait, mais j'avais un problème avec le micro. C'est la première fois que j'utilise cette application, une jeune nuit. Et donc, j'aimerais rebondir par rapport sur ce que vous aviez évoqué par rapport à la technologie et son cas d'usage, qui est très intéressant au niveau du machine learning, etc. Moi, j'estime qu'au niveau du milieu bancaire, effectivement, il y a des choses à faire. Mais est-ce que vous pourriez nous donner un ordre d'idée quant aux performances espérables pour un acteur bancaire tel que le Crédit Agricole lorsque cette solution est déployée, industrialisée? Est-ce que ça a déjà été le cas? Je ne sais pas si vous l'avez dit avant que je commence à vous entendre parler. Est-ce que vous en avez parlé de performance? Alors, merci pour votre question. Quand vous dites performance, c'est observé après des tests sur des vraies personnes, etc., c'est ça? Oui, tout à fait, oui. Alors, Et puis aussi, d'un point de vue financier, c'est pas confidentiel, là. Ouais. Alors, grosso modo, en fait. Je ne saurais pas vous donner de chiffres parce que tout simplement je j'ai pas d'idée en fait de la performance financière de ce genre de choses. D'accord. Voilà, moi je me suis arrêté à la performance technique. Oui, d'accord, ok, parce qu'effectivement vous avez parlé d'optimisation de la marge, donc ça m'a beaucoup intéressé, et donc je me suis dit que vous avez peut-être des données à nous présenter par rapport à ça, pour qu'on puisse représenter concrètement en fait les performances, notamment financières.
avec Je ne saurais pas vous dire, mais je pense qu'il est possible de faire des calculs d'estimation avec un petit peu d'économie. Alors, il faudrait avoir une idée de l'élasticité prise sur du crédit. Ça doit se trouver, je pense, et puis considérer un volume fictif. Je pense que c'est possible de calculer avec un moyen, enfin, comment dire, un montant moyen de crédit. Voilà. Je saurais pas aller plus loin et vous donner de chiffres. J'ai pas envie de dire de choses fausses, donc je ne sais pas. D'accord, Désolé. merci à vous. Merci à vous. Pas de souci. Alors moi, par rapport à cette remarque, c'est vrai que compte tenu de l'expérience d'Anas, on a beaucoup parlé de cette application dans le risque, dans le secteur bancaire. Mais après, dans les premières slides d'Anas, il y avait le secteur du voyage. Et il est vrai qu'aujourd'hui, le risk-based pricing, on va parler historiquement, c'était très présent dans le secteur bancaire. Dans le secteur des voyagistes, au travers du yield management, dont Air France est un des précurseurs aussi, il y a énormément de publications qui sont faites par des anciens d'Air France sur le yield management. Et vraiment, ce risk-based pricing, aujourd'hui, s'applique sur une palette d'industries qui est beaucoup plus vaste que le simple secteur bancaire et le secteur du monde du voyage. Ouais. Bon, c'était une petite remarque. Hein. Tout à fait, ouais. C'est que, en fait, le risk-based pricing est un cas particulier du pricing différencié. Et on peut avoir du pricing différencié sur absolument tout, quasiment. Hein. Sur vraiment énormément de choses, en tout cas, ouais. Oui, parce qu'effectivement, le yield management est quand même, enfin, ce n'est pas une nouveauté, quand c'est pratiqué dans le secteur de l'hôtellerie, notamment. Tout à fait. Donc, effectivement, oui, c'est dire ce que je me disais, c'est vraiment une application particulière qui est propre aux enjeux autour du risque dans le milieu bancaire. Ouais, tout à fait. Ouais. Ok. Ouais. Est-ce que quelqu'un a une autre... Pardon, vas-y. Pardon, je vais juste dire que en fait, c'est juste deux variables à optimiser différentes. Dans le yield management, le but est d'optimiser le taux d'occupation ou la recette. Et pour la banque, pour du crédit, c'est d'optimiser son risque, hein, optimiser pour être, étant plutôt minimisé, mais voilà. C'est vraiment une approche data science qui est assez comment dire, qui peut avoir des utilisations très très différentes. Hein. C'est l'optimisation d'une variable et puis on utilise des données propres au secteur ou propres à l'entreprise qui déploie. Voilà. Et, oui, j'ai une dernière question. Au niveau du déploiement dans les activités opérationnelles du Crédit Agricole, où en êtes-vous? Est-ce que vous avez franchi le stade de l'expérimentation ou est-ce que vous avez déjà commencé à déployer ça dans plusieurs entités? Là aussi, je ne saurais pas vous dire en fait parce que ce travail-là a été mené avec sur un poste sur lequel je ne suis plus. Donc je ne saurais pas exactement vous dire. D'accord. Et est-ce que le Crédit Agricole est en pointe selon les informations qui vous sont remontées, ou est-ce qu'il y a d'autres acteurs bancaires type BNP Paribas, etc., qui sont très avancés dans ce domaine-là? Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait d'autres acteurs. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait d'autres acteurs. Hein. Je pense que beaucoup de gens s'intéressent à ça. En tout cas, dans le domaine bancaire, tout le monde s'y intéresse même. Hein. Et je sais que, en tout cas, chez BNP, des choses sont développées. Alors pas en interne, mais avec une start-up. J'ai oublié le nom. Qui fait exactement ça en fait. Qui fait l'atelier, l'entité d'innovation de BNP Paribas, l'atelier. Je ne sais pas. Non, c'était plus externalisé. C'était un truc externalisé, mais je n'ai pas plus d'informations là-dessus. Dans leur démarche d'innovation ouverte, en fait, l'atelier est comment dire, un organe d'innovation ouverte qui initie des collaborations avec les startups, justement. Qui va de la détection jusqu'à la réalisation de POC. Donc, ça, c'est intéressant. Mais merci pour toutes ces informations. C'est une excellente présentation. Merci, avec plaisir. Bon, on va peut-être arrêter là. Okay. Si vous avez des questions particulières, vous avez mes coordonnées au travers de la présentation qui sera mise à disposition très prochainement sur le blog BD, l'enregistrement de la session. Je remercie encore Anas pour sa présentation et puis je vous souhaite à tous une excellente fin de journée.
Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.